Merci de votre présence pour ce 6e webinaire de patrimoine nucléaire et climat qui porte sur les transitions énergétiques et climatiques. Nous allons revenir notamment ce soir sur le dernier rapport du GIEC, la décroissance, l'agriculture, la France et la FIS. Et ce soir, au-delà des adhérents et sympathisants de patrimoine nucléaire et climat, nous avons le plaisir d'accueillir, à nouveau pour certains, les membres de la FIS, donc l'Association française pour l'information scientifique, les membres de l'IESF, l'Association des ingénieurs et scientifiques de France, ainsi que les membres de l'association, que nous connaissons bien, un PNC, Sauvons le climat. Aussi, nous tenons ce soir à remercier particulièrement la Fondation des Parcs et Jardins de France pour leur indéfectible soutien à PNC dans le cadre de notre mission de diffusion des connaissances sur l'énergie, le climat et plus particulièrement ce soir, les écosystèmes naturels français. François-Marie Bréon, encore une fois, bonsoir et merci d'être avec nous. Je vous laisse vous représenter à nos spectateurs. Donc moi je suis physicien climatologue, j'ai passé ma thèse en 1989, donc ça veut dire que ça fait plus de 35 ans que je travaille dans des laboratoires de recherche sur le climat. C'est dans ce cadre que j'ai été auteur du 5e rapport du GIEC qui est sorti en 2014. Et puis, donc, ma spécialité, c'est l'observation par satellite de la Terre pour comprendre le climat, mais j'ai fait pas mal d'autres choses. Et puis, enfin, dans un cadre non professionnel, je suis actif à l'Association française pour l'information scientifique, qui cherche à débunker, à corriger un certain nombre de fausses croyances dans le débat public. Et c'est dans ce cadre que je suis maintenant président depuis 2020 de cette association. Bien, merci. Je vais vous rappeler comment va se dérouler ce webinaire. Donc, tout d'abord, je vais adresser sur diverses thématiques quelques questions qui sont les questions principales à François-Marie Bréon, dont à la fin certaines questions qui sont issues de la boîte à questions que vous nous avez adressées. Je précise que j'ai pu en sélectionner que 7 parce que nous avons reçu énormément de questions et nous devons tenir justement le timing sur 1 heure. Et enfin, c'est vous, dans un dernier temps, qui pourrez échanger avec François-Marie Bréon par l'intermédiaire du chat pour poser vos questions. Donc, tout d'abord, première question, François-Marie Bréon, on va aborder le dernier rapport du GIEC. Pour commencer, histoire de nous mettre dans l'ambiance, question un peu provocante, mais je suis obligé, les rapports du GIEC sont-ils réellement fiables? Comment une compilation d'articles devant être soumise et approuvée par les États peut être objective selon vous? En fait, le GIEC, c'est vraiment la synthèse des connaissances scientifiques. Alors, est-ce que c'est fiable? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est l'état de l'art et vous ne pourrez pas trouver quelque chose de plus fiable en ce qui concerne le climat. Alors ensuite, c'est vrai que le GIEC fait non pas il fait pas une sélection, il fait vraiment une synthèse de l'ensemble des connaissances. Et donc, il va dire dans le rapport, il va dire ce sur quoi les différents articles scientifiques sont en accord et ce sur quoi éventuellement il y a un désaccord. Et enfin, je rappelle que dans un rapport du GIEC, à chaque fois qu'il y a une affirmation, en fait, il y a une évaluation en fait de la certitude, de la confiance qu'il y a dans cette affirmation. Et donc certaines choses sont plus fiables que d'autres, mais le GIEC le dit tout à fait explicitement. Rapidement, si on doit voir une frise chronologique, vous allez dire comment se fait un rapport et sur combien de temps? Faire un rapport, enfin le cycle d'un rapport, c'est à peu près 7 ans. Entre la définition en fait des chapitres, ensuite la sélection des auteurs, les auteurs qui commencent à travailler, ensuite on rédige une première version du rapport. Cette première version est soumise à relecture à un très grand nombre de gens qui peuvent faire des commentaires là-dessus. Ensuite, on va faire une deuxième version du rapport qui subit le même traitement avec vraiment une relecture et puis des commentaires. Et enfin, il y a une version finale qui, elle, pour le coup, va être diffusée. Donc, c'est quelque chose, un travail extrêmement rigoureux, avec plusieurs étapes, avec des étapes de relecture qui conduisent à ce que je pense être un travail vraiment de très très grande qualité. Pour qu'on puisse vraiment réaliser, concrètement, c'est un travail qui mobilise combien d'effectifs pour le GIEC? En fait, un rapport, généralement, pour chacun des rapports, il y a à peu près 250 auteurs. Et puis évidemment, il y a quelques personnes qui tournent autour. Typiquement, il faut quand même une équipe technique pour mettre en forme le rapport, pour organiser les réunions, pour voir des choses comme ça. Mais ça, c'était l'équipe qui est là pour le coup et sont des salariés du GIEC. C'est moins d'une dizaine de personnes. Les auteurs, par contre, qui sont 250, ne sont pas salariés du GIEC. Simplement, ils sont mis à disposition pour faire ce travail par les employeurs de ces différentes personnes. Estimez-vous que ces prévisions qui ont été faites notamment il y a plus de 30 ans, notamment les prévisions qui datent d'il y a
presque 30 ans, correspondent à ce que l'on constate aujourd'hui, si on devait regarder un état des lieux sur l'évolution? Alors, il faut bien voir, effectivement, le premier rapport du GIEC est sorti en 1990, donc ça fait un peu plus de 30 ans. Il faut bien voir qu'à l'époque, les modèles de climat n'avaient pas du tout le même niveau de précision que ce qu'ils ont aujourd'hui. Et puis, d'autre part, les ordinateurs n'avaient absolument pas la puissance qu'ils ont aujourd'hui. Et donc, on ne pouvait pas du tout faire le même type de projection climatique. Donc les premières simulations faites dans les années 90 avaient le bon ordre de grandeur, mais c'était pas tout à fait. C'était quand même avec des modèles de climat qui étaient vraiment très grossiers par rapport à ce qu'on a maintenant. Vraiment, on a commencé à avoir des modèles de climat à peu près complexes, je dirais au début des années 2000. Et en fait, quand on regarde justement qu'est-ce qui a été publié dans le rapport du GIEC au début des années 2000, eh ben, ce rapport avait anticipé une augmentation des températures qui est complètement en ligne avec ce qu'on a aujourd'hui. Alors, ceci dit, le changement climatique, c'est pas seulement la température, c'est aussi l'impact sur les précipitations, l'impact sur la végétation, l'impact sur le niveau des mers. Et donc, en gros, oui, le rapport du GIEC avait correctement anticipé, peut-être pas exactement avec les deux chiffres après la virgule, mais avait correctement anticipé ces différentes évolutions pour ces paramètres climatiques autres que la température. Qu'est-ce que comprend un modèle de climat? Je vous demande vraiment pour éclairer nos spectateurs. Alors, un modèle de climat, c'est d'abord un modèle de prévision météorologique. C'est un peu la même chose que les modèles qui vous permettent de savoir quelle va être la météo du week-end prochain. Donc, ça veut dire on va calculer la dynamique des fluides dans l'atmosphère, on va calculer la dynamique des fluides aussi dans l'océan, et puis ensuite, on va calculer la convection, on va calculer la génération des nuages, on va calculer aussi le transfert de rayonnement, comment se font les échanges de chaleur entre les océans, l'atmosphère, les nuages et puis l'espace. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses qui sont déjà dans les modèles de climat, les modèles de prévision météorologique. Mais pour un modèle de climat, on est obligé d'avoir d'autres choses parce que quand vous faites une prévision pour dans 15 jours, vous pouvez supposer que le Groenland, il sera toujours au même endroit avec la même masse, que le Gulf Stream, il sera toujours placé au même endroit, et puis que la forêt de Fontainebleau, elle aura toujours la même tête. Maintenant, si vous faites une prévision climatique qui, pour la fin du 21e siècle, évidemment, vous êtes obligé de considérer le fait que ces éléments lents du système climatique, les courants marins, les masses de glace, voire la végétation, peuvent évoluer sur ces échelles de temps. Et donc, finalement, tout ça pour dire qu'un modèle de climat, c'est à peu près la même chose dans le principe qu'un modèle de prévision météorologique, simplement avec des modules supplémentaires pour prendre en compte les éléments lents du système climatique. Vous avez évoqué la hausse du niveau des mers. Comment elle est calculée? Alors en fait, il y a deux causes, il y a deux facteurs à cette hausse du niveau des mers. D'une part, il y a le fait que lorsque l'eau, comme à peu près tous les corps, lorsqu'il se réchauffe, il se dilate. D'accord? Donc, même à quantité d'eau constante, un océan plus chaud va prendre plus de volume. Et par conséquent, ça va conduire à une montée du niveau des mers. Le réchauffement des océans conduit à une montée du niveau des mers. Et d'autre part, la deuxième composante, c'est le fait qu'avec du réchauffement, il y a une fonte des glaces, une fonte des glaciers de montagne, mais aussi une fonte des calottes Groenland et Antarctique. Et donc ça rajoute de l'eau dans les océans, qui va là aussi contribuer à cette hausse du niveau des mers. Donc tout ça, ces deux effets, c'est de la physique. Je veux dire, comment la chaleur rentre dans les océans et comment du coup ça conduit à une dilatation. C'est de la physique. Et puis de la même chose, comment est-ce que le réchauffement conduit à une fonte des glaces et par conséquent rajouter de l'eau dans les océans, c'est aussi de la physique. Alors, la chaleur qui rentre dans les océans, c'est quelque chose qui est relativement simple à calculer. Par contre, la fonte des glaces, c'est plus complexe. Et on sait qu'on a des incertitudes plus importantes sur justement les interactions entre les océans et les calottes glaciaires. Et donc, il y a plus d'incertitudes sur la vitesse à laquelle ces calottes risquent de fondre, enfin vont fondre dans le futur. Mais donc, à nouveau, tout ça c'est de la physique, donc on peut le mettre en équation et donc ça rentre dans les modèles de climat. D'accord. On a vu apparaître ces dernières années, enfin, en tout cas dans le paysage, je dirais, le paysage médiatique, mais qu'on qualifie de mainstream,
La thèse, je dis bien encore une V guillemets sur thèse de la décroissance, et je mets des guillemets également sur décroissance. Est-ce que cette décroissance, encore un spectre global au sens où tout le monde l'entend, elle est selon vous nécessaire, et si oui, jusqu'où est-elle acceptable? Alors, d'abord, c'est pas vraiment une question pour un climatologue. Hein. Vous voyez, quand on parle, moi, professionnellement, je suis physicien, donc je peux vous parler de changement climatique. Éventuellement, je peux vous parler des impacts du changement climatique. Maintenant, pour les solutions à mettre en œuvre, j'ai une opinion, bien sûr, j'ai une opinion qui est plus informée que celle de manière générale, mais je peux pas dire que ce soit une compétence professionnelle qui me permet de répondre à ça. Alors, les États, au moment des accords de Paris, se sont engagés à limiter le changement climatique à 2 degrés et même avec un objectif de le limiter à 1,5 degré. Le GIEC, il propose un certain nombre de trajectoires, un certain nombre de scénarios qui permet de rester sous ces 2 degrés. Et donc, dans les différents scénarios du GIEC, vous en avez certains qui vont vers une décroissance, une décroissance en particulier dans les pays développés, de manière à réduire très fortement notre consommation d'énergie et par conséquent nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis, il y a d'autres scénarios qui, au contraire, qui vont utiliser beaucoup plus la technique et qui vont dire oui, on va continuer à consommer de l'énergie et à mettre du carbone dans l'atmosphère, mais tout ira bien parce que dans le même temps, on va planter des forêts, on va récupérer le carbone dans l'atmosphère et puis on va l'injecter dans le sous-sol, donc avec des solutions techniques. Le GIEC ne vous dit pas c'est ce scénario-là qui doit être privilégié. Simplement, à mon avis, il y a certains scénarios qui sont quand même plus crédibles que d'autres, et en particulier les scénarios qui sont très technico-solutionnistes, qui disent que on va réussir à capter le carbone dans l'atmosphère et l'injecter dans le sous-sol, ce qui va nous permettre de continuer à émettre toujours autant de dioxyde de carbone. C'est, en tout cas, la faisabilité de ces scénarios n'est, à mon avis, pas démontrée. Du coup, moi, je pense qu'il va la solution, si on veut vraiment limiter le changement climatique à 2 degrés, il va falloir bien sûr avoir une part de solutions techniques, mais ça passe aussi par une forme de sobriété, en particulier dans les pays qui aujourd'hui consomment énormément de carbone, et donc en particulier les pays développés. Donc à nouveau, moi j'ai une opinion qui est effectivement qu'une part de sobriété sera nécessaire, mais ce n'est qu'une opinion et ce n'est pas la science qui nous dit que c'est absolument nécessaire. Ne pensez-vous pas que certaines régions du monde vont bénéficier du réchauffement climatique et que des compensations naturelles vont pouvoir s'établir? Alors, oui, certainement, certaines régions du monde vont bénéficier du réchauffement climatique. Hein. On peut penser que les régions qui sont, les régions de moyenne latitude ou de haute latitude vont bénéficier d'une hausse des températures. Hein. La végétation dans ces pays-là, dans ces régions-là, va pouvoir croître plus rapidement. Mais il y a 2 choses. D'une part, la question est de savoir si ces zones qui vont bénéficier du changement climatique ont les mêmes surfaces que celles qui, au contraire, vont être affectées très négativement par le réchauffement climatique. Et je rappelle que, quand même, les régions tropicales, c'est-à-dire les régions qui sont à l'intérieur entre 30 degrés nord et 30 degrés sud, c'est la moitié. C'est-à-dire, pour qu'on puisse vraiment visualiser. 30 degrés, c'est un peu au-delà des tropiques, en fait. Hein. La France, le centre de la France, c'est à peu près 45 degrés de latitude. Donc, vous voyez que c'est plutôt une zone qui est le nord de l'Afrique, à peu près. Donc, ces régions 30 degrés nord, 30 degrés sud, c'est la moitié de la surface de la Terre. Et les simulations qui sont utilisées dans les rapports du GIEC montrent que une grosse partie de ces zones vont devenir inhabitables au sens réel. C'est-à-dire qu'il y aura pas mal de jours dans l'année où la combinaison des températures et de l'humidité feront que ça sera mortel, potentiellement mortel, si les populations ne peuvent pas s'abriter, ne peuvent pas se refroidir avec des clims. Et même, rappelons que si les populations peuvent s'abriter derrière des clims, c'est pas le cas de toute la biodiversité. Donc, première chose, c'est que même si, oui, il y aura des zones qui vont bénéficier du changement climatique, pour moi, il est à peu près certain que ces zones n'ont pas du tout les mêmes surfaces que celles qui vont être affectées réellement négativement par le réchauffement climatique. Et d'autre part,
je rappelle qu'aujourd'hui, on a des distributions de population, on a des infrastructures qui se sont adaptées à un certain climat. Et par conséquent, si vous changez ce climat, eh ben, l'ensemble des infrastructures, l'ensemble des distributions de population ne sont pas adaptées à ce nouveau climat. Et donc, ça nécessite nécessairement, forcément, des transferts de population pour aller vers ces choses-là. Et les transferts de population, c'est toujours désagréable. Qui dit transfert de population dit aussi besoin d'énergie qui iront aussi de façon croissante. Alors, il est clair, de toute façon, enfin, je ne sais pas si on aura besoin d'énergie croissante, parce que ça dépend justement de la part de sobriété qu'on accepte de mettre dans le système. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on aura besoin d'énergie peu carbonée croissante, parce que quand même, on a envie de se débarrasser le plus vite possible des énergies carbonées. On a envie de se débarrasser le plus vite possible du charbon d'abord, du pétrole et du gaz fossile. Et donc, puisqu'il va falloir quand même, on a quand même besoin de l'énergie qui aujourd'hui est apportée par ces sources d'énergie fossile, et donc on va avoir besoin d'un transfert. Et donc le plus crédible, en fait, c'est de passer le plus possible vers l'électricité. Et donc on va avoir besoin d'une électricité abondante et peu carbonée. Et donc justement, on parle de l'électricité, donc vous savez très bien que je vais en venir. Donc la place du nucléaire dans tout ça, est-ce qu'il n'est pas lourdement sous-estimé? Je ne pense pas qu'elle soit sous-estimée, en fait. Enfin, là encore, ça dépend des scénarios que vous voulez considérer. Et quand vous regardez le rapport du GIEC, et je pense en particulier au rapport 1.5 qui avait été commandé justement par les États au moment des accords de Paris. Et donc, ce rapport 1.5 proposait quatre types de scénarios pour justement lutter pour arriver à la neutralité carbone, en tout cas pour arriver à stabiliser le climat. Et donc, en fait, pratiquement tous ces scénarios prévoyaient bien une augmentation de la part du nucléaire. Et même dans un de ces scénarios, on avait une multiplication de l'énergie, de la production d'énergie nucléaire par un facteur 7. Donc c'est quand même pas, c'est déjà si on arrivait d'ici à 2050 à multiplier par 7 la production d'énergie nucléaire, je pense que c'est déjà ambitieux. Il faut bien voir que l'énergie nucléaire, il y a un certain nombre de pays dans le monde dans lesquels c'est possible, mais c'est pas forcément de tous les pays du monde. Et alors que les énergies renouvelables, elles peuvent être déployées à peu près partout. Je pense qu'il y a des endroits où l'hydraulique est vraiment particulièrement adaptée. Il y a des endroits où le solaire est particulièrement adapté. Puis il y a d'autres endroits où l'éolien est adapté. Le nucléaire peut aussi apporter une contribution, mais je ne pense pas qu'il puisse remplacer l'intégralité des énergies fossiles dont on dispose aujourd'hui. Donc oui, on peut développer le nucléaire, on peut probablement le développer beaucoup plus rapidement que ce qui est fait actuellement, mais d'un autre côté, il ne faut pas s'imaginer que le nucléaire pourra intégralement remplacer ce qui est des énergies fossiles aujourd'hui. Je vais passer à une autre thématique, je vais rebondir sur ce que vous avez dit précédemment. Via les actualités récentes, notamment du dernier été, les médias ont mis sur le sujet le manque d'une ressource particulière, pas n'importe laquelle puisqu'elle est à l'origine de la vie, c'est l'eau justement. Plus que la hausse des températures par elle-même. Il semblerait que le vrai problème donc soit le manque d'eau qui en résulte. Donc la filtration de l'eau, par exemple de l'eau de mer, que pratiquent certaines régions, pourrait-elle être une solution dans la mesure où l'on disposerait de sources d'énergie décarbonées? Alors attention, il faut pas se dire que augmentation des températures veut dire moins d'eau. En fait, une augmentation des températures, ça veut dire plus d'évaporation, y compris de manière générale une accélération du cycle de l'eau, et donc globalement il y aura plus de précipitations. D'accord, ça, en tout cas, les modèles du GIEC, et puis ça, c'est un peu de la physique de base. Globalement, il va y avoir plus de précipitations avec l'augmentation des températures. Le problème, c'est que ces précipitations ne sont pas réparties uniformément sur Terre. Et en tout cas, les modèles du GIEC nous indiquent que les régions qui sont déjà arrosées aujourd'hui vont devenir plus arrosées, et les régions qui sont plus sèches aujourd'hui vont devenir encore plus sèches. Très, très grossièrement, il y a des exceptions par rapport à ça. Mais par exemple, quelque chose qui est à peu près certain, c'est que le bassin méditerranéen va devenir plus sec, enfin moins arrosé que ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, ça va affecter le sud de la France.
Maintenant, bon, donc par rapport à ça, par rapport à cette modification du cycle de l'eau, hein, cette modification qui veut dire certaines zones plus sèches, certaines zones au contraire plus humides, ça veut dire aussi des précipitations extrêmes qui vont devenir plus fréquentes, et ben il va falloir s'adapter. Et donc le dessalement, hein, que vous m'avez posé une question sur le dessalement, c'est une des solutions d'adaptation à cette modification du cycle de l'eau qui est mise en avant par le GIEC, mais à nouveau parmi d'autres. Et chacune de ces solutions potentielles a des défauts, et puis certaines vont être applicables dans certaines régions et certaines vont être applicables dans d'autres régions. Et donc on voit bien que, puisque vous me posez la question sur le dessalement, d'abord il faut avoir accès à une côte. Hein, il faut quand même que on parle d'une région qui est forcément proche de la mer. Et puis vous savez certainement que le dessalement ça nécessite beaucoup d'énergie. Et donc là aussi, ça veut dire que c'est une solution qui n'est envisageable que si on a une source d'énergie peu carbonée. Et ça, évidemment, on pense au nucléaire, mais on doit aussi penser au solaire, hein, parce que les régions qui sont aujourd'hui, qui ont une problématique de la ressource en eau, c'est souvent des régions qui sont désertiques. Donc, c'est des régions où la ressource solaire est abondante, et donc on peut penser que c'est plutôt que le nucléaire, c'est plutôt le solaire qui est tout à fait adapté dans ces régions-là, à nouveau. Une question pour un autre sujet, c'est sur, peut-on envisager selon vous d'ensemencer les nuages? Je veux dire, quid de l'ingénierie climatique? Alors, l'ensemencement des nuages est une des composantes de l'ingénierie climatique. Alors, pour ce qui est de l'ensemencement des nuages, certaines personnes imaginent que il suffit de balancer les bonnes particules dans l'atmosphère et puis que ça fait pleuvoir. C'est pas ça du tout. En fait, certains nuages peuvent être ensemencés et on va réussir dans certaines conditions bien particulières à faire pleuvoir, mais ça ne marche que pour les nuages qui de toute façon ont envie de pleuvoir à un moment. Donc on va pouvoir éventuellement accélérer le processus, mais pas plus que ça. Donc vraiment, il ne faut pas s'imaginer que l'ensemencement des nuages est une solution à la problématique des pénuries d'eau. Si vous avez une canicule, si vous avez une sécheresse à un moment, vous pourrez balancer tout ce que vous voulez dans l'atmosphère. C'est pas pour ça que vous aurez plus de précipitations. Alors maintenant, vous avez parlé de géo-ingénierie, qui peuvent être aussi, qui est mentionné dans les rapports du GIEC comme étant aussi une solution possible. La solution qui est la plus crédible aujourd'hui, c'est celle d'aller mettre des particules dans la très haute atmosphère, essentiellement dans la très haute atmosphère, parce que du coup les particules vont mettre beaucoup plus longtemps à retomber, donc on a un effet climatique sur plusieurs années, alors que si on met les mêmes particules bas dans l'atmosphère, en fait, en une dizaine de jours, elles vont retomber, donc ça va pas avoir d'intérêt. Et donc, ces particules vont réfléchir une partie des rayons du soleil, et donc ça va avoir un effet refroidissant. Donc ça, jusque-là, ça a l'air très bien comme solution, mais en fait, c'est une solution qui a plein de problèmes. Je vais en citer que deux. Le premier problème, c'est que en fait, vous modifiez la distribution du rayonnement solaire qui arrive sur la Terre, et donc même si vous allez limiter le réchauffement, mais vous n'allez pas limiter le changement. C'est-à-dire que là aussi, il va quand même y avoir des zones où il va y avoir plus de pluie, des zones où il va y avoir moins de pluie, des choses comme ça. Donc, juste avoir une simple atténuation sur le phénomène, en fait. On va avoir une atténuation du phénomène de réchauffement, mais pas forcément une atténuation du changement. Parce que, à nouveau, le changement, c'est pas seulement la température, c'est aussi où est-ce qu'il y a des précipitations, où et à quelle période dans l'année il y a des précipitations et des choses comme ça. Et le deuxième problème de cette technique des géo-ingénieries, c'est que, comme je l'ai déjà dit, en fait, les particules, elles finissent par retomber, donc il faut en remettre en permanence dans l'atmosphère. Et donc, finalement, si on commence à faire ça, on demande aux générations futures de continuer de chaque année, en permanence, mettre toujours plus de particules dans la haute atmosphère. Et dès qu'on arrête, aussitôt, on se prend un énorme réchauffement, le réchauffement qu'on aurait eu si on n'avait jamais mis de particules dans l'atmosphère. Donc, c'est vraiment pas quelque chose
qu'on a envie de faire, même si peut-être qu'on sera obligé de s'y résoudre dans quelques décennies. Concernant la problématique spécifique à la biomasse, ne dit-on pas qu'il faut attendre un demi-siècle pour que soient compensés les effets de la combustion de la biomasse? Alors là, vous êtes en train de me poser une question sur l'utilisation de la biomasse typiquement pour se chauffer, voire dans certaines conditions pour la production d'électricité. Et effectivement, cette biomasse, ça veut dire qu'on coupe des forêts. Et alors, il y a des gens qui disent ah oui, mais l'utilisation de la biomasse c'est neutre en carbone parce que de toute façon, ces forêts elles vont repousser et par conséquent, elles vont réabsorber le carbone qu'on a émis. Et par contre, les détracteurs, ils vont vous dire, bah oui, mais en attendant, puisque pendant les 50 ans, enfin, ou les 30 ans avant que la forêt repousse, et ben, c'est autant de carbone qu'on a mis dans l'atmosphère. Donc, bah, en fait, cette solution-là, enfin, l'utilisation de la biomasse, là encore, l'utilisation de la biomasse est bien mise en avant comme faisant partie de la solution dans les rapports du GIEC, mais ça veut dire qu'il faut le faire uniquement dans le cadre de forêts gérées, c'est-à-dire de forêts dont le stock de carbone est à peu près en constante. Donc, c'est-à-dire qu'il faut prélever à peu près au même rythme que la forêt grossit. Si évidemment on consomme de la biomasse à travers la déforestation, avec toujours plus de déforestation, eh ben c'est une catastrophe, ou en tout cas on n'a pas gagné grand-chose sur l'aspect climatique. Je voudrais revenir à la France avec justement ces bouleversements climatiques qui vont arriver. Comment cela va-t-il atteindre le pays et spécifiquement ne faut-il pas craindre aujourd'hui l'apparition de parasites exotiques? En fait, le changement climatique en France. Alors d'abord, j'insiste sur le fait que la France n'est pas en première ligne, dans le sens où, quand on regarde vraiment les impacts du changement climatique et la gravité de ces impacts, et qu'on essaye d'évaluer dans quelle région du monde ces impacts seront les plus graves, c'est pas sur la France que c'est le plus grave. Pour tout un tas de raisons. D'abord parce qu'on est en zone tempérée, les températures sont modérément élevées, donc on ne va pas arriver trop rapidement à des températures qui deviennent invivables. Et puis d'autre part, la France a quand même un caractère, a des ressources financières, des ressources techniques pour s'adapter en partie au réchauffement climatique. Alors ça va être quoi les impacts du changement sur la France? Eh ben, on peut penser à des impacts sur l'agriculture. Quand même, on a bien vu typiquement dans les sécheresses qu'on a eues l'année dernière que ça avait un impact sur la production agricole. Je pense que ce qu'on va voir cette année, pas sur l'ensemble de la France, mais vraiment sur le sud de la France. Et ce qu'on est en train de regarder, on est en train de voir un truc absolument terrible en Espagne. Vraiment, pour moi, c'est même le changement là, il a l'air d'être plus rapide que ce qu'on avait anticipé. Et donc l'impact du changement climatique, ça va être sur l'agriculture, ça va être sur les. C'est facile en Espagne. En Espagne, on a une sécheresse qui est inimaginable, inimaginable, au point que vraiment ça va avoir un impact sur la production agricole qui va être considérable. Mais c'est aussi le cas en France, dans les Pyrénées-Orientales, par exemple, qui ont reçu un quart des précipitations normales. C'est juste complètement dingue. Et donc voilà, donc impact sur l'agriculture, mais aussi un impact sur les incendies, parce que bien évidemment dans les zones sèches on peut craindre des incendies importants. Et puis vous m'avez posé une question sur les espèces invasives. C'est des choses qu'on observe déjà. Typiquement, le moustique tigre ou le frelon asiatique est en train d'arriver en France avec un impact sur la biodiversité. C'est difficile de vraiment d'anticiper vraiment précisément ce qui va se passer dans ce cadre-là, mais il est clair que le changement climatique a un impact sur la biodiversité, et donc la France va y être soumise comme d'autres, avec potentiellement aussi un impact sur des maladies qui sont transmises de ce type-là. Il y a déjà des cas de dengue, dans le sud de la France qui sont autochtones. Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut avoir. Mais à nouveau, moi, je me préoccupe plus de pays dans la zone tropicale où énormément de gens habitent, une part importante de la population mondiale, dont les conséquences, même sur la vie et sur l'agriculture, vont être nettement plus préoccupants que ce qu'on a en France. Pour le cas de la France, comment s'adapter à ces nombreux bouleversements?
Donc, alors d'abord, donc il faut s'adapter, mais il faut aussi essayer de limiter le changement climatique. Hein. Donc, pour limiter le changement climatique, il faut vraiment chercher à limiter nos émissions de carbone. Bon, ça, c'est quelque chose qui est quand même assez bien connu. Et donc, pour s'adapter, là, bon, différentes personnes ont différentes opinions là-dessus. On voit bien qu'il y a des courants de pensée qui disent que ce qu'il faut, c'est aller vers une sobriété très importante, retourner à la nature, vraiment, voilà, accepter le changement climatique et puis ne pas compter sur la technologie. Et puis d'autres personnes pensent au contraire qu'il faut aller vers des technologies pour s'adapter au changement climatique. En fait, récemment, il y a eu l'effet, enfin le sujet assez emblématique des bassines, hein, des méga bassines que d'autres appellent des réserves de substitution. On voit bien, en fait, là, il y a des gens qui sont plutôt pour le développement de ces bassines, d'autres qui y sont fermement opposés. Pour moi, c'est vraiment là un exemple d'opposition entre ceux qui veulent s'adapter en utilisant les technologies et puis d'autres qui, au contraire, veulent éviter la technologie pour accepter le changement climatique. À nouveau, bon, à titre personnel, je suis plutôt favorable à l'utilisation des technologies pour s'adapter. Donc, à titre personnel, je suis plutôt favorable aux bassines dans la région spécifique des Deux-Sèvres. Mais, à nouveau, je ne prétends pas avoir la vérité. C'est pas la science qui dit quelle est la bonne trajectoire. Et le discours inverse est totalement acceptable et entendable. Le refroidissement des centrales thermiques au niveau de ces bouleversements qui sont situés le long de nos fleuves, qu'ils soient nucléaires ou conventionnels, j'entends bien, car il en reste, ne va-t-il pas poser un certain problème? Alors, les centrales nucléaires ont besoin d'eau pour être refroidies. Les centrales nucléaires qui sont en bord de mer, évidemment, là, il n'y a pas de problème d'accès à la source froide. En France, on a aussi pas mal de centrales qui sont en bord de fleuve. Et le refroidissement, en fait, l'accès à cette source froide pose deux problèmes qui sont qui sont bien différents. D'une part, il faut quand même qu'il y ait suffisamment d'eau, et donc on peut craindre qu'avec des sécheresses extrêmes telles qu'on peut les craindre dans la partie sud de la France, fera qu'il n'y a pas suffisamment d'eau pour refroidir. Insistons sur le fait que la problématique c'est pas une problématique de sûreté, hein, mais c'est bien une problématique de production. C'est-à-dire que s'il n'y a pas suffisamment d'eau, eh ben, on sera obligé d'arrêter la centrale nucléaire, qui donc ne pourra pas produire. La deuxième problématique, c'est il y a assez d'eau dans le fleuve. Simplement, on a un certain nombre de normes pour préserver la biodiversité, hein, donc les normes qui disent qu'il ne faut pas que l'eau du fleuve atteigne des températures supérieures à une certaine valeur limite, au-delà de laquelle on pense qu'il y a un risque pour la biodiversité dans ce fleuve. Et donc, bien évidemment, lorsque les températures vont augmenter, eh ben, on va de plus en plus souvent dépasser ces seuils. Donc là, on peut se poser la question, oui, mais puisque de toute façon la biodiversité va devoir s'adapter à des températures de plus en plus élevées, est-ce qu'il ne va pas falloir simplement augmenter ces seuils, puisque de toute façon la biodiversité sera adaptée à ces températures plus élevées. Mais dans ce cas-là, quid du potentiel offert par la géothermie? La géothermie, c'est vraiment une autre. Enfin, ça consiste à aller chercher l'énergie du centre de la Terre, hein, qui en fait, au passage, est aussi une énergie nucléaire, hein, parce que je rappelle que la chaleur de la Terre, elle est apportée par les réactions nucléaires, enfin, les réactions de désintégration nucléaire. C'est pas des réactions en chaîne, hein, mais c'est bien de la désintégration nucléaire qui est dans le magma de la Terre. Et donc, c'est aller chercher cette chaleur. Il y a des zones qui sont très adaptées à ça. Vous savez peut-être que l'Islande produit pratiquement 40% de son électricité grâce à la géothermie. On peut penser que dans les îles, enfin aux Antilles, dans les Antilles françaises, il y a aussi des zones qui sont
assez adapté à ce type d'énergie. Mais bon, c'est pas vrai partout. Cette chaleur, elle est trop profonde dans un certain nombre d'endroits. Je crois qu'en Alsace, en fait, on a essayé de récupérer cette énergie géothermique. Ça a posé des problèmes parce que ça a généré des mini tremblements de terre. Donc, je ne pense pas que ce soit une énergie. Enfin, en tout cas, il n'y a pas grand monde qui voit la géothermie comme étant une énergie abondante dans les prochaines décennies. D'accord. Désormais, je vais vous poser des questions, votre titre de président de la FIS. Donc justement, à ce à quoi vous êtes confronté au quotidien. Première question, toute simple. Où commence pour vous la désinformation dans le processus d'information justement concernant le climat? Alors, la désinformation, elle commence lorsque des personnes affirment des choses qui sont en désaccord avec le consensus scientifique. Je pense que pendant la crise Covid qu'on a eu ces dernières années, on a vu de la désinformation vraiment extrêmement abondante sur le sujet de l'efficacité de certains traitements, sur de l'efficacité ou des dangers des vaccins. Bon, moi, ce que je connais vraiment particulièrement bien, c'est la désinformation sur le climat. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup lutté il y a une quinzaine d'années. Donc le climato-dénialisme, hein, j'aime pas le terme de climato-scepticisme en fait, parce que le scepticisme c'est quelque chose qui est très positif en science. Hein, c'est toujours positif d'être sceptique sur un certain nombre de choses, de se poser des questions. Mais une fois qu'il y a un consensus scientifique qui est bien établi, vouloir toujours le mettre en question, ça devient du déni, et c'est pour ça que le terme de climato-dénialisme est plus approprié. Alors quand j'ai commencé ma carrière, en fait, on se posait déjà, enfin, mes collègues, hein, je vous ai dit, quand j'ai fait ma thèse dans les années 80, en fait, les chercheurs, les climatologues étaient déjà persuadés que le climat allait se réchauffer, même si il n'était pas encore clair si on voyait déjà un réchauffement à l'époque, mais c'était pas encore complètement clair si ce qu'on voyait c'était de la variabilité naturelle ou si c'était déjà un signe du réchauffement qui était dû à l'homme. Mais à partir des années 2000, les choses étaient claires et on avait déjà à l'époque des gens qui disaient non, il n'y a pas de réchauffement climatique, c'est de la variabilité naturelle, alors qu'il y avait déjà un consensus scientifique sur le fait que non, on était déjà au-delà de la variabilité naturelle. Et puis, on a eu pendant pas mal de temps des gens qui disaient oui, bon d'accord, il y a un réchauffement, mais en fait, il n'y a pas de preuve que c'est dû à l'homme, alors qu'il y avait dans la communauté scientifique, dans la communauté des climatologues, il y avait un consensus scientifique sur le fait que le réchauffement qui sortait de la variabilité naturelle était bien dû à l'homme parce qu'on comprenait bien ce qui se passait, on comprenait bien le lien entre l'augmentation des gaz à effet de serre et ce réchauffement climatique, pour tout un tas de raisons. Hein. Le fait qu'il y avait réchauffement, le fait qu'il y avait un réchauffement qui était plus important la nuit que le jour, le fait que pendant que la troposphère, la partie basse de l'atmosphère, se réchauffait, il y avait au contraire un refroidissement de la haute atmosphère. Donc on avait tout un tas de signes qui nous montraient qu'il y avait un accord entre la compréhension scientifique et ce qu'on observait effectivement dans le climat. Alors que pendant le même temps, certains disaient non, c'est le soleil, mais l'explication c'est le soleil n'était pas du tout en accord avec les différents éléments dont j'ai parlé jusqu'à présent. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, les climato-dénialistes n'ont plus du tout accès aux grands médias. Hein, et donc, pour moi, certes, ils sont encore présents dans certains médias alternatifs, ils sont encore très présents sur les réseaux sociaux, mais je pense que leur influence est assez faible. Et donc, maintenant, je m'en désintéresse. Maintenant, en fait, les climato-dénialistes ont aussi un peu changé de discours. C'est-à-dire que maintenant, ils ne nient pas la science, ils ne nient pas la physique du climat, mais ils sont plutôt à dire des choses comme oui, bon, mais la France n'est que 1% des émissions, donc il n'y a pas de raison que nous fassions des efforts. Ou ils vont dire que oui, mais de toute façon, ça sera toujours possible de s'adapter. Donc, quand on a ce discours-là, qui n'est pas autant en désaccord avec le consensus scientifique, pour moi, ce n'est plus du climato-dénialisme, c'est éventuellement du climato-relativisme, qui, à mon avis, doit être combattu, parce que je pense que c'est faux, je pense que c'est vraiment mettre en péril les générations futures, mais c'est pas tout à fait du même niveau quand même.
À ce titre-là, la communication de certains experts parfois autoproclamés de l'énergie ne frise-t-elle pas le greenwashing? Alors, il y a incontestablement du greenwashing dans la communication. Enfin, moi, ce qui me vient en tête là, c'est le simple fait de dire gaz naturel. Ou d'appeler En vers fait, un investissement. ou d'appeler vert certaines choses, mais le gaz naturel, vraiment, je veux dire, le gaz, il n'est pas plus naturel que le pétrole ou l'uranium, donc il y a pas tellement de raisons. Enfin, il y a une raison historique, hein, mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucune raison de parler de gaz naturel. Donc, moi, je parle de gaz fossile, mais il y a effectivement beaucoup de greenwashing, typiquement quand on nous dit oui, mais on va continuer à construire des centrales au gaz, mais vous inquiétez pas, en 2030, ça sera du gaz renouvelable, ça sera plus du tout du gaz fossile, donc laissez-nous construire des nouvelles centrales au gaz aujourd'hui. C'est clairement de la poudre aux yeux, et donc oui, c'est une forme de greenwashing. Et puis ensuite, du greenwashing, on en voit partout. Récemment, je suis intervenu sur Twitter pour faire remarquer qu'il y avait une compagnie d'aviation qui disait regardez, nous on est propre maintenant parce que on va recycler nos gobelets de café, les gobelets qu'on utilise dans les avions pour donner du café. Enfin, c'est complètement ridicule parce qu'en fait, on met l'accent sur quelque chose qui est une part infime des émissions de gaz à effet de serre du transport aérien. Et donc ça, c'est une forme de greenwashing, mais des exemples de ce type-là, je pourrais en donner des tas et des tas. Et oui, donc oui, ça existe. Merci François-Marie Véron. Je vais passer à la boîte à questions qui sont les questions issues des questions que vous nous avez posées. Tout d'abord, le point de vue d'un climatologue sur le concept. On va retourner sur ce qui est à la mode de neutralité carbone. Alors, la neutralité carbone, c'est un objectif qui est nécessaire si on veut stabiliser le climat. C'est-à-dire que les simulations du GIEC nous montrent bien que tant que on émettra du carbone, enfin du dioxyde de carbone, du méthane et autres gaz à effet de serre, ces gaz vont continuer à s'accumuler dans l'atmosphère et par conséquent, le réchauffement va augmenter de plus en plus. Donc, il faut arriver à effectivement de neutralité carbone. Alors, pour arriver à une neutralité carbone, en gros, il y a deux manières. Hein. Soit on se dit, ok, on arrête d'en émettre, ou alors on dit, on va continuer à en émettre, mais en même temps qu'on émet justement ces gaz à effet de serre, on va générer des puits, soit en aidant la nature, soit en ayant vraiment des puits artificiels. Donc, c'est deux manières d'atteindre la neutralité carbone, mais j'insiste sur le fait que la neutralité carbone est nécessaire si on veut stabiliser le climat. Concernant le rôle central de l'électricité dans la transition énergétique et les clivages évoqués précédemment, comment expliquez-vous que que beaucoup surtout d'activistes du climat en France plaident pour une diminution de la consommation d'électricité? Alors, cette histoire de diminution de la consommation d'électricité, c'est quelque chose qui était très, très présent il y a une dizaine d'années. C'est par exemple typiquement le scénario de négawatt poussait à cette diminution de la consommation d'électricité, mais manifestement ce scénario de négawatt avait un impact dans la communication même gouvernementale, puisque il y a 10-15 ans, RTE prévoyait pour le futur une diminution de la consommation d'électricité. Je pense que maintenant, à peu près tout le monde a bien compris que arriver à la neutralité carbone, ça passait par une augmentation de la consommation électrique, et même le scénario négawatt ne montre pas une diminution aussi rapide qu'avant de cette consommation de l'électricité. Donc, moi, j'ai vu là-dessus vraiment une évolution. Il est clair qu'il y a 10 ans, un grand nombre de gens avaient comme priorité la sortie du nucléaire, ce qui ne pouvait passer que par une diminution de la consommation d'électricité. J'ai quand même l'impression que c'est passé maintenant, que le rapport RTE, qui a fait énormément bien dans le débat public, a bien montré que oui, ce qui était anticipé pour le futur, c'était une augmentation de la consommation d'électricité, et que donc on allait avoir besoin d'une production d'électricité non carbonée en croissance. Voilà, moi il y a plus grand monde à ma connaissance qui prône une décroissance
de la consommation d'électricité, même si il y a 10 ans, c'était bien le cas. Le rapport du GIEC met-il suffisamment en avant, selon vous, les incertitudes liées aux prédictions et aux projections climatiques? Comme je disais tout à l'heure, dans le rapport du GIEC, chacune des affirmations montre d'abord, souvent il y a des intervalles. Typiquement, le GIEC va vous dire que à l'échéance 2100, la hausse des températures va être entre temps et temps, suivant la sensibilité climatique. Et le GIEC reconnaît qu'il y a encore une incertitude importante sur cette sensibilité climatique. La sensibilité climatique, c'est de combien augmente la température si on double la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc le GIEC ne cache pas qu'il y a des incertitudes importantes là-dessus. Et j'ai donné cet exemple de sensibilité climatique, mais c'est vrai aussi sur tout un tas de choses, par exemple sur la hausse du niveau des mers. Et puis d'autre part, j'insiste sur le fait que chacune des affirmations du GIEC est associée à un intervalle, à un degré de confiance. Donc typiquement, le GIEC va vous dire que sur l'évolution du nombre de cyclones ou de la puissance des cyclones, la confiance est assez faible. Il va vous dire on pense plutôt que, mais avec un degré de confiance faible. Et puis par contre, le fait que le niveau des mers va continuer à monter, c'est un niveau de confiance qui est total. En fait, on est certain que le niveau des mers va continuer à monter dans le futur. Mais voilà, toutes les affirmations du GIEC n'ont pas le même degré de certitude, et ces degrés de certitude sont bien exposés dans le rapport. Alors, petite question concernant la construction d'un scénario. Comment les rapports du GIEC prennent-ils en compte les progrès technologiques et les politiques d'atténuation du changement climatique qui pourraient être mises en œuvre dans les prochaines décennies? Ça fait partie, à nouveau, le GIEC n'est pas prescriptif. Le GIEC évolue différentes hypothèses. Et donc, typiquement, dans le dernier rapport du GIEC, le rapport de synthèse, il va évaluer qu'est-ce qu'on peut gagner en déployant le nucléaire, qu'est-ce qu'on peut gagner en développant les énergies renouvelables, qu'est-ce qu'on peut gagner en développant la voiture électrique, qu'est-ce qu'on peut gagner en changeant de mode d'agriculture. Donc à chaque fois, voilà, il y a une figure qui est très bien faite dans le dernier rapport, qui résume un petit peu l'ensemble des choses qui peut être faite, l'ensemble des technologies, mais aussi la part de sobriété, le fait de moins utiliser sa voiture et d'utiliser le vélo, ça fait partie de la solution. Mais si vous regardez ce que dit le GIEC là-dessus, on va pas gagner grand-chose. Mais le GIEC quantifie vraiment ces différentes solutions avec un coût. Parce que évidemment, il y a certaines technologies qui peuvent être déployées pour pas cher. Et puis, si par contre on veut les déployer à fond, ça va coûter plus cher. Donc voilà, il faut vraiment dire que le GIEC ne vous dit pas ce qu'il faut faire, mais il évalue le potentiel de différentes technologies. Merci beaucoup François-Marie Bréon. On va passer désormais aux questions du chat que vous venez de nous poser à l'instant. Donc première question. La partie du rapport la plus contestée est la synthèse pour les dirigeants. Comment cette dernière est-elle élaborée? Alors, effectivement, le rapport, les auteurs du GIEC commencent par faire un rapport complet, un rapport qui fait entre 500 et 1000 pages, qui est extrêmement détaillé, avec énormément de références, et qui est pas très facile à lire, parce que le langage est un peu scientifique. Et puis après, les auteurs vont faire un résumé pour les décideurs, quelque chose qui est plus accessible au grand public. Et c'est cette partie du rapport, en fait, qui va être négociée avec les représentants des États, et vraiment négociée mot par mot. Et donc, moi, j'avais participé à cette négociation à nouveau pour le résumé du 5e rapport. Et quelquefois, c'est pas très facile, parce que typiquement dans le dernier rapport, les négociations avec les États, c'était pour savoir quelle importance on donnait au méthane. Parce que vous savez que le méthane, c'est le deuxième gaz à effet de serre. Donc, il y a certains pays qui ont envie de mettre l'accent sur, regardez, le méthane, c'est grave, et on ferait mieux de prendre des actions qui cherchent à limiter le méthane. Et puis, il y a d'autres pays qui, aujourd'hui, pour différentes raisons, sont des gros émetteurs de méthane, et qui ont plutôt envie qu'on mentionne pas trop le méthane à l'intérieur du rapport. Voilà un petit peu ce genre de choses. Mais insistons sur le fait que
lors de ces négociations. C'est toujours les scientifiques qui ont le dernier mot. Et puis d'autre part que s'il y a un pays donné qui a envie de faire avancer ses pions, il peut pas le faire contre tout le monde. Hein. Donc parce que diplomatiquement, c'est quand même très mauvais de se retrouver isolé. Donc les différents pays ne peuvent pas aller trop loin. L'éventuelle pression des États. Exactement. Enfin, il faut pas s'imaginer que les États vont vraiment réussir à modifier la parole des scientifiques. Et j'insiste sur le fait aussi que il y a un garde-fou très fort parce que tout ce qui est dans le résumé pour les décideurs doit être dans le rapport global. Et le rapport global, enfin le rapport complet. Et ce rapport complet, il est écrit uniquement par les scientifiques. Donc, bien sûr, on peut faire certaines sélections dans le rapport complet, mettre en avant certaines choses plutôt que d'autres, mais on peut pas avoir un résumé pour les décideurs qui soit à 90 degrés, qui soit orthogonal au rapport complet, puisque tout ce qui est dans le résumé est aussi dans le rapport complet. Alors, une question qui me permettrait d'ajouter sans sobriété, pour vous demander une réponse à bateau rompu. Quels sont les principaux arguments des climato-sceptiques que vous affrontez, que vous rencontrez? Enfin, il y a vraiment différents niveaux. Il y a quelques années, il y avait encore des gens qui disaient que la hausse du dioxyde de carbone dans l'atmosphère était pas due aux activités humaines, voire même que le carbone dans l'atmosphère, ce n'est que 5% dû aux activités humaines et tout le reste c'est naturel, ce qui est complètement ridicule. Ensuite, on a eu, il n'y a pas de réchauffement, ou le réchauffement s'est arrêté. Hein, donc là, typiquement, là, on a eu en 1996, en 2016, on a eu un événement El Niño très important, donc qui a conduit à un record de température. Et donc, si on se focalise uniquement sur la période 2016-2023, on pourrait avoir l'impression que la hausse des températures s'est arrêtée, mais là aussi, c'est ridicule. Il est évident qu'on va avoir peut-être dès cette année un nouvel événement El Niño avec un nouveau record de température. Et puis on a encore des gens qui affirment que oui, il y a un réchauffement, mais celui-ci n'est pas dû aux activités humaines. Ce qui là encore, on peut toujours affirmer ça, mais la personne qui m'affirme ça n'a rien pour expliquer le réchauffement qu'on observe aujourd'hui. Bon, et comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui on a ce type de discours tend à disparaître, même si on le voit encore, en particulier sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est plutôt du climato-réalisme, du climato-relativisme. On va dire, ok, il y a du réchauffement, oui, c'est dû à l'homme, mais il sera toujours possible de s'adapter. Alors que là aussi, on voit bien que il y a certains pays qui pourront peut-être s'adapter, mais c'est certainement pas le cas partout. Et d'autre part, on peut s'adapter à un certain niveau de réchauffement, on peut peut-être s'adapter à plus 1 degré, on peut peut-être s'adapter à plus 2 degrés, mais il est clair que le plus 4 degrés, les capacités d'adaptation deviennent extrêmement réduites à ce niveau-là. Petite question pour revenir à votre expérience au sein du GIEC. Quel est votre point de vue sur l'engagement de certains scientifiques, parfois auteurs du GIEC? Ne craignez-vous pas que cela discrédite le GIEC? Alors, les scientifiques sont aussi des citoyens, et donc les scientifiques, à mon avis, ont très largement le droit de prendre position. Moi, je vois bien très souvent des gens qui utilisent l'expression de ces scientifiques citoyens pour essayer de les décrédibiliser. Ce qui est malheureusement, c'est des choses que j'ai vues dans ma communauté amie, d'une certaine manière, mes amis pro-nucléaires. Je les vois parfois essayer de décrédibiliser, par exemple, Valéry Masson-Delmotte, par exemple, Christophe Cassou, lorsque ils prennent des positions citoyennes. Mais pourtant, lorsque moi je prends des positions pro-nucléaires, ça n'a pas l'air de les choquer. Donc, j'insiste. Donc là, vraiment, il y a une incohérence qui me paraît importante. Si vous pensez que moi, François-Marie Bréon, scientifique, j'ai le droit de prendre des positions pro-nucléaires, alors vous devez accepter que Valéry Masson-Delmotte ou Christophe Cassou prennent des positions citoyennes qui sont les leurs. Alors, je vais enchaîner sur une question sur les ENR. La part des ENR intermittentes
est sans cesse mise en avant dans les différents rapports, mais on constate en réalité la dépendance aux énergies fossiles sous-jacentes. L'exemple de l'Allemagne, comme nous le montre l'actuelle crise énergétique. Les scénarios actuels, avec des ENR intermittentes à un certain taux élevé, sont-ils réalistes selon vous? Alors, d'abord, rappelons que la France est un pays un peu particulier puisqu'elle a une électricité qui est peu carbonée. Et donc, dans ce pays-là, la pertinence de déployer des énergies renouvelables intermittentes, variables, peut se poser, même si insistons sur le fait que le rapport RTE qui est vraiment très bien fait, montre bien que même pour la France, il est pertinent de déployer des énergies renouvelables. J'insiste sur le fait que la France est un cas très particulier et que la très très grande majorité des pays dans le monde ont aujourd'hui une électricité qui est très carbonée. Et donc pour ces pays-là, déployer des énergies renouvelables, même intermittentes, est très bénéfique parce que elles vont quand même manger sur la part d'utilisation de ces énergies fossiles. Donc là aussi, je trouve que les critiques qui sont faites aux énergies renouvelables, où certaines personnes disent que vraiment elles sont néfastes absolument partout, ce n'est certainement pas le cas. On peut se poser la question sur qu'est-ce qui est le plus pertinent sur le long terme. Est-ce que sur le long terme, il est plus pertinent de déployer du nucléaire ou de déployer des énergies renouvelables variables? Mais il est certain que sur le court terme, sur les 2 prochaines décennies au moins, le déploiement des énergies renouvelables, même variables, est tout à fait pertinent. Je reviens au problème de l'eau que vous avez évoqué. Cela sous-entend quelle stratégie d'adaptation selon vous et que pensez-vous donc du problème des bassines? Alors, l'adaptation à la problématique de l'eau dépend de l'endroit où on se place. La problématique n'est pas du tout la même, typiquement dans le nord de la France, n'est pas le même dans les régions méditerranéennes ou dans la région des Deux-Sèvres. Alors, puisqu'on va poser la question, vous me posez la question sur les bassines, c'est quelque chose que j'ai. Alors, d'abord, je suis pas directement spécialiste moi-même, je suis pas hydrologue. Donc, il faut aussi écouter les hydrologues, mais c'est quand même quelque chose que j'ai regardé de près et j'ai été assez convaincu par le fait que dans les Deux-Sèvres, en fait, les nappes phréatiques sont des nappes phréatiques qui sont proches de la surface et très réactives dans le sens où elles se remplissent et elles se vident très rapidement en typiquement quelques semaines. Donc, dans cette région-là, donc dans la région de Sainte-Soline, qui a été très très controversée. Personnellement, je suis arrivé à la conclusion que les bassines étaient une solution tout à fait pertinente à l'adaptation. Maintenant, c'est pas parce qu'elles sont pertinentes dans cette région-là qu'elles sont aussi pertinentes dans des zones où les nappes phréatiques sont beaucoup plus profondes, mettent plus longtemps à se recharger. Donc ça dépend de l'endroit, mais voilà. Mais dans la région des Deux-Sèvres, j'ai été convaincu, même si je suis pas spécialiste moi-même, de la pertinence de ces bassines. Alors, une question qui revient souvent dans le chat, c'est une question sur le livre de l'auteur Stephen Koenig, sur Climat, la part d'incertitude, écrit qu'il y a des marges d'incertitude importantes sur les résultats des modèles et reproche au GIEC d'avoir tendance à retenir, notamment pour les températures, plutôt le haut de la fourchette d'incertitude que le milieu. Qu'en pensez-vous? Donc, il est vrai qu'il y a des incertitudes sur le changement climatique. Je l'ai mentionné tout à l'heure, que le GIEC dit bien que la sensibilité climatique, il y a une marge grande. Par contre, de dire que le GIEC retient systématiquement les projections les plus pessimistes, c'est juste complètement faux. Donc, le livre de Steve Kooning, je l'ai lu. Je dois dire que Steve Kooning est manifestement quelqu'un qui est très intelligent. Je dois dire qu'il est d'un niveau nettement plus élevé que les climato-dénialistes français contre lesquels j'ai eu à batailler ces dernières années. Steve Kooning connaît manifestement bien le dossier. Il a manifestement lu les rapports du GIEC. Maintenant, il a un peu tendance à faire du cherry picking dedans.
l'exemple que je donne souvent, c'est qu'il a tout un chapitre en disant mais regardez, il n'y a pas plus de canicules aux États-Unis qu'il y en avait dans le passé. Ce qui est vrai, mais quand justement vous lisez le rapport du GIEC, en fait, le rapport du GIEC dit que regarde justement s'il y a une augmentation de la fréquence des canicules, et il conclut qu'il y a une augmentation de la fréquence des canicules absolument partout dans le monde, sauf aux États-Unis. Donc, lorsque Steve Kooning, dans son bouquin, dit regarde la fréquence des canicules et s'intéresse uniquement aux États-Unis, c'est du cherry picking qui est assez malhonnête, je pense. Donc ça, c'est un exemple. L'autre chose qui fait beaucoup, c'est de dire, mais regardez, aujourd'hui, les catastrophes climatiques, elles tuent pas plus que dans le passé. Donc en fait, il a l'air de dire que tant que il n'y a pas des catastrophes, bah, c'est pas la peine de prendre des mesures. Mais il oublie qu'il n'y a pas de retour en arrière. D'accord ? Et par conséquent, attendre qu'il y ait des catastrophes vraiment désagréables pour commencer à prendre des mesures, c'est, à mon avis, complètement irresponsable. Donc, voilà. Donc, pour moi, ce livre, il est vraiment dangereux parce qu'il est bien écrit, mais il fait vraiment du cherry picking et seulement ceux qui connaissent très très bien le dossier vont être capables de voir justement les manipulations qu'il y a dans ce bouquin. Je vais vous poser une dernière question. Quels sont, selon vous, aujourd'hui, les grands axes de recherche de la climatologie pour demain ? En fait, il y a encore des incertitudes sur le changement climatique et sur les impacts du changement climatique. Peut-être que pour moi, le plus important, c'est comment la végétation va réagir au changement climatique. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui, la végétation absorbe une partie, typiquement l'équivalent de 1/4 de nos émissions de dioxyde de carbone sont absorbées par la végétation. Donc ça veut dire qu'elle limite le réchauffement, le changement climatique. Et il y a une vraie question de savoir comment la végétation va réagir au changement climatique. Est-ce qu'elle va continuer à absorber du carbone comme elle le fait aujourd'hui, ou est-ce que justement il y a des forêts entières qui vont mourir parce que pas assez d'eau, parce que des températures trop élevées, et donc là où on a des puits aujourd'hui, ça pourrait devenir des sources, et donc avec un impact bien sûr sur le climat. Donc je pense que voilà, c'est une des directions, mais il y a tout un tas d'autres choses, et c'est pour ça qu'il faut continuer à faire de la recherche sur le climat, même si aujourd'hui, on a suffisamment d'éléments pour prendre des mesures pour limiter le changement climatique. Je veux dire, notre connaissance est très largement suffisante pour prendre des mesures. François-Marie Brémond, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Plaisir. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire qui sera le 21 juin en compagnie d'Antoine Armand et Raphaël Schonenberger de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la perte de souveraineté énergétique. À bientôt et bonne soirée.